Alors d'abord, petit remerciement classique évidemment pour le docteur Jacques Matteux pour son invitation. Je crois être peut-être une des rares littéraires évidemment de cette manifestation. Donc j'espère que je me sens très modeste et j'espère que les représentations de la science-fiction évidemment apporteront un complément essentiel aux réflexions de la recherche fondamentale sur le sujet du cybercorps. Alors, la révolution du cybercorps que je circonscris dans mon exposé à l'hybridation entre l'homme et la machine. Parce que ce matin, nous avons eu l'exposé de Raphaël Cuir qui a étendu cette définition, peut-être au robot, et notamment à l'androïde. Donc moi, je vais m'en tenir à, je dirais, cette image, cette définition beaucoup plus circonscrite, mais vous allez voir, la science-fiction est très très riche donc, pour ce type d'image. Voilà, donc la révolution du cybercorps, cette hybridation entre l'homme et la machine, la chair et le métal, a déjà eu lieu dans l'anticipation et la science-fiction littéraire et cinématographique du XXe siècle, voire au XIXe siècle, puisque c'est Edgar Poe qui, le premier, va mettre en scène un soldat cyborg. Alors attention, évidemment, je fais un anachronisme puisque le terme n'existe pas encore. Un soldat cyborg, donc entièrement composé de prothèses, dans une nouvelle satirique qui s'appelle The Man That Was Used Up en 1839. Il faudrait citer également la nouvelle de Perley pour Sheehan et Robert Davis, Blood and Iron, par exemple en 1917, qui décrit des soldats mutilés, reconstruits grâce à des prothèses métalliques. La littérature de science-fiction va même créer entre les années 20 et les années 50 des cyborgs fonctionnels et adaptés à un environnement extraterrestre. Par exemple, The Clockwork Man en 1923 de l'écrivain anglais Hodel, ou encore la nouvelle d'Edmond Hamilton, un des grands classiques évidemment de la science-fiction, The Comet Doom en 1928, ou encore le texte donc de Kurt Sjömark en 1943 qui s'appelle donc Donovan Brain, que vous voyez évidemment à l'écran, et qui sera adapté dans de nombreuses séries B. La littérature et le cinéma de science-fiction est manifeste du combat de l'homme avec sa propre condition biologique, qu'il s'agisse de la confrontation entre l'intelligence humaine et des intelligences extraterrestres, ou de la multitude de transformations que le corps doit subir pour améliorer son rendement. L'homme semble être, dans la science-fiction, une créature physiquement imparfaite qui doit dépasser ses imperfections pour des impératifs de performance, comme nous l'avons vu cet après-midi évidemment dans le sport, de vitesse de communication et d'efficacité demandée par l'avenir. Le système des représentations artistiques et esthétiques de la science-fiction est un marqueur conceptuel et contextuel des interrogations posées en amont et en aval par la création du cybercorps. L'hybridation entre la machine et l'humain révèle, comme le souligne un des grands penseurs justement de ce concept, comme le souligne donc Gunther Anders, l'aspiration au dépassement des finitudes humaines. Affirmer que les technologies inventées par la science-fiction sont très vite démodées est une réalité. La science-fiction n'est pas prophétique ni prospective. La science-fiction projette notre réalité dans l'hypothétique et l'illimité pour justement repousser les limites du fantasme métaphysique ou scientifique. En ce qui concerne le cybercorps, que nous pouvons désormais appeler homme augmenté et ou cyborg, je reviendrai très rapidement sur ces définitions un petit peu plus loin. Certaines figures donc iconiques, universalisées dans la culture populaire, comme par exemple Steve Austin. Alors, dans le roman de Martin Kaidin, j'en reparlerai en 1972, et son adaptation télévisuelle que tout le monde connaît, L'homme qui valait 3 milliards en 1978, ou encore Robocop en 1987, eh bien, ces deux figures, finalement, incarnent l'imaginaire ambivalent qui a deux valeurs, suscité par la cybernétique, à la fois promesse d'un dépassement de l'humanité à l'aide des machines et hantise d'un piratage du corps humain par la technologie. Sous sa forme extrapolée par la science-fiction, la cybernétique devient en fait la science des interactions entre organes vivants et mécanismes artificiels intégrés dans un même corps. Et par conséquent, le prétexte dans la science-fiction a des intrigues remettant en cause la nature profonde de l'être humain. La notion d'une alliance entre le corps humain et la machine peut être composée en une multiplicité d'images de science-fiction qui postulent un brouillage entre le biologique et l'artificiel,
ouvrant la voie à une perte de contrôle de l'être humain sur son corps. En cela, et ce sera donc les deux points que je vais aborder dans mon exposé, la science-fiction décline dans ses images les deux facettes de représentation du cybercorps. Dans un premier temps, une sorte d'utopie, que nous pourrions définir comme l'utopisme technologique et le fantasme scientifique, la projection dans un futur proche ou lointain de métamorphose illimitée de l'être humain. Et dans un second temps, la terreur du cybercorps, quand la machine prend le pouvoir sur l'humain et quand l'homme ne maîtrise plus ses propres créations. Alors dans cette première partie, il faut bien dire que la science-fiction n'est pas seulement un genre de l'imaginaire, mais un mode d'expression, de perception et de représentation du monde moderne. C'est en cela que l'on peut toujours parler de mythe, par exemple, de la machine. Le mythe, alors je crois que M. Matteux parlait, ou je ne sais plus qui ce matin, parlait de la disparition des mythes. Et moi je crois au contraire que les mythes sont en train de se reconstruire via la science-fiction, on va y revenir très vite. Le mythe fonctionne à l'interface entre imaginaire et réalité sociale vécue. L'imaginaire se fait alors mythologie et utopie. Dans un article liant les relations complexes entre les mythes et la science-fiction, j'évoquais à propos de la figure du surhomme une mythologisation de l'avenir. Nous sommes en train de vivre cette adéquation contemporaine entre l'homme augmenté et le cyborg, forme fictionnelle du cybercorps. La machine se métaphorise, elle est considérée dans l'imaginaire comme un être vivant que l'on doit maîtriser. Cette donnée issue de notre réel, de notre réalité, est métamorphosée dans la science-fiction. La machine semble pouvoir devenir un être vivant ou se mêler au vivant. Et c'est dans le mouvement initialement littéraire du cyberpunk, apparu donc au début des années 80 aux États-Unis, que va se déployer la rencontre entre le technologique et l'organique, dans une optique résolument artificialiste et méliorative. L'hybridation entre l'homme et la machine, une chair technicisée, est déclinée sous diverses formes par le mouvement cyberpunk, qui va s'amuser des dérives biogénétiques, qui va légitimer les intrusions corporelles, ce qu'on appelle la cyborgisation, ou créer une nouvelle esthétique du corps tout en le marchandisant. Une des perspectives de la réception critique américaine du cyberpunk l'envisage comme une littérature anti-humaniste, froide, ironique, qui se joue de l'opposition nature-culture, humain-machine, déconstruit l'individu et donne à la technologie du virtuel le rôle illusoire d'une fuite des contraintes corporelles en décentralisant l'image du moi par la multiplication des identités. Nous rappelons, pour que tout soit clair dans l'esprit du public, les deux définitions dont nous allons nous servir pour circonscrire dans la SF le concept de cybercorps. D'abord, le terme de cyborg, qui est né en 1960. C'est le fruit de la contraction de cybernétique et organisme. Gilbert Ottois précise que le mot aurait été élaboré par deux médecins, Manfred Kleins et Nathan Klein, afin de focaliser sur la nécessité d'une adaptation au corps humain à un environnement spatial ou non terrestre. Pour l'anthropologue Axel Guillou, le cyborg peut donc être défini comme une figure fictive de l'être, de l'agencement mutant, de la condition métamorphosée. À ce titre, il rejoint d'autres entités de l'imaginaire mythique, que nous retrouverons d'ailleurs cet après-midi, le golem, le monstre, le robot, l'androïde ou encore l'automate. Toutes ces formes, ces configurations de sens ont tenté de traduire la possibilité de l'artificiel comme moyen de dépasser, subvertir, pervertir ou simplement déplacer la définition normative et circonstanciée du naturel. Deuxièmement, le concept d'homme augmenté, élaboré par le cogniticien qui est directeur de l'école polytechnique de l'université de Bordeaux, le cogniticien donc Bernard Clavry, qui nous projette dans une réalité non cyborgique, mais qui s'en approche, puisque l'individu défini sous le terme précité est anticipé aujourd'hui par les scientifiques. Donc je cite Bernard Clavry. Ses capacités structurales et ou fonctionnelles, morphologiques, sensorielles et perceptives, motrices et décisionnelles, attentionnelles et mnémoniques sont artificiellement augmentées grâce à la mise à disposition, l'environnement, la jonction ou l'intégration corporelle de produits nano, micro ou macro-technologiques convergents et durables
matériaux biotechnologiques, d'information et de communication ou cognitique, c'est-à-dire les NTIC. Nous pouvons retenir plusieurs figures de l'utopisme technologique et de la sublimation cyborgique dans le roman, par exemple. Donc, Cyborg de Martin Kaydin, publié en 1972, traduit et publié en France en 1975, et sa version sérielle télévisuelle, L'homme qui valait 3 milliards, dont vous avez évidemment l'image projetée, plusieurs images donc projetées. Donc, sa version donc, sérielle télévisuelle, également dans le cycle cinématographique Star Wars, donc je vais évidemment passer très rapidement parce qu'on pourrait consacrer une journée entière bien sûr à Star Wars, voire une année entière, donc La guerre des étoiles, le film I, Robot d'Alex Proyas et le roman Chronique des ombres du français Pierre Bordage, parce que si vous ne connaissez pas l'écrivain français Pierre Bordage, eh bien c'est aussi l'occasion de vous faire connaître d'autres écrivains. Le point commun entre Star Wars, alors, hop, voilà. Le point commun entre Star Wars et Cyborg de Martin Kaydin, c'est la vision positive, malgré la douleur physique et morale des deux personnages mis en scène, donc Anakin Skywalker, qui sera évidemment le futur Dark Vador de l'histoire, et Steve Austin, de la création d'un être humain diminué, définitivement abîmé en cyborg. L'astronaute et pilote d'essai Steve Austin, donc je reviens sur voilà, les extraits iconographiques du roman. Donc cet astronaute et pilote d'essai a subi des dommages corporels irréversibles, il a perdu l'usage de ses jambes et d'un bras. Je cite le roman, « Plusieurs côtes sont cassées, mais réduites en éclats, qui ont endommagé les poumons. Il ne se donna même pas la peine d'énumérer la liste des autres blessures, la fracture du bassin, l'oreille gauche mutilée. » Steve Austin va être éprouvé dans sa chair et sa nature humaine, et il devra s'adapter évidemment aux implants bioniques. La fin du roman s'achève sur le dépassement du personnage qui a su allier le métal et la chair. C'était un mouvement d'automate. Il pensa aux jambes bioniques qui le supportaient, lui et Tamara, ces jambes qu'il avait autrefois maudites. Elles prouvaient maintenant combien elles étaient merveilleuses. Pas de muscles qui tremblaient, pas de nerfs qui se relâchaient, pas de tendons qui tiraient et l'entravaient. Anakin Skywalker est mutilé et brûlé au second et troisième degré, et la finitude de son corps naturel sera la condition pour la renaissance cyborgique sous l'identité de Dark Vador. À la fin du combat épique, alors autre exemple, hein, à la fin donc du combat épique, alors je vous ai mis pardon, un photogramme de la fin du film. Vous voyez ici en fait la suppression en quelque sorte de la nature humaine, quasiment, enfin la quasi-suppression de la nature humaine, donc évidemment de Anakin qui va se transformer en Dark Vador. Et évidemment la caméra ici est placée à l'intérieur donc du casque. Hein, c'est dans la revanche du Sith. Voilà. Donc je vous disais, pardon, je reprends, autre exemple. À la fin du combat épique donc, entre Luke et son père dans Star Wars, dans l'Empire contre-attaque, ce dernier sectionne la main de son fils. Une des dernières images du film est une scène où un robot médical implante une main artificielle dans le bras de Luke, sans aucune douleur. La technologie médicale est ici assimilée à une véritable magie intégrée à la vie même des personnages. Alors, à noter que dans la version télévisuelle de Cyborg, tous les passages du roman qui sont liés aux interrogations ontologiques de Steve Austin ont été gommés pour ne montrer que la facette merveilleuse, au sens littéral de la merveille médiévale, de la technologie qui le transforme en surhomme. Autre exemple. Le mythe moderne du policier ou du justicier est également métamorphosé par la science. Dans le film I, Robot d'Alex Proyas en 2004, donc film éponyme du cycle de nouvelles d'Isaac Asimov, bien que ce sujet soit secondaire dans l'histoire du film, le héros d'Hal Pooner, qui ici est joué par Will Smith, possède un bras positronique, la technologie utilisée pour la création des robots, qui lui permet évidemment de sauver des vies et de lutter contre des robots programmés pour assujettir l'humanité. Vous voyez, évidemment, on aurait toute la problématique ici de la robotique à retravailler et à reprendre. Et enfin,
Dans le roman Chronique des ombres, donc de l'écrivain français Pierre Bordage, donc roman qui est apparu en 2014, si chaque citoyen des grandes cités mises en scène dans le roman possède une puce électronique de géolocalisation, le corps des policiers, une sorte de super flics augmentés appelés les fouineurs, possède un implant qui les met en réseau communicationnel, en interface avec Internet, et démultiplie leur capacité cognitive en termes notamment de rapidité réflexive. Alors, symbole de la symbiose caractéristique du mode de vie moderne occidental entre l'homme et ses technologies, ces cyborgs, ces hybrides, mettent en scène les possibles devenirs de l'humain technologisé en imaginant, espérant, via l'humanisation symbolique de la technologie, le triomphe de l'humanité dans la post-humanité. Loin de rejeter la technologie, ces récits littéraires ou filmiques témoignent d'une profonde fascination et attraction envers elle, d'une familiarité et d'une confiance envers des machines qui ont fait leurs preuves et qui subliment les pouvoirs de l'individu tout en garantissant la prédominance de la volonté et de l'humanité de ce dernier. C'est pour ça que j'ai bien parlé d'utopisme technologique, donc au début de ma première partie. Cependant, le complexe de Frankenstein, cette peur qu'éprouve l'être humain à l'idée que ces machines se retournent contre lui, devient une angoisse sourde lorsque la machine devient partie intégrante de l'humain et comme lorsque le dit la mémoire, qui est un personnage donc d'un des romans de Gérard Klein, critique et éditeur français de science-fiction, il devient impossible de dire, je le cite, « Où commence l'homme et où finit la machine ?» Est-ce une affaire de tissu biologique? Mais les tissus ne sont eux-mêmes que des machines. Est-ce une affaire de conscience? Mais la conscience appartient à l'entité tout entière. Elle est fonction des expériences, des souvenirs de l'ensemble. Un beau jour, ce qui constituait la personnalité tout entière de l'homme est passé dans la machine. Elle n'a plus besoin de support biologique. Elle peut conserver le support biologique et s'en servir à d'autres fins. Serait-ce donc la frontière d'un fantasme scientifique, un transhumanisme, assimilant le corps humain et la machine? Un des exemples les plus frappants du corps humain possédé par la machine, d'un détournement du corps humain, en réalité des nanomachines, se trouve peut-être dans la société des tambourinaires imaginée par Neal Stephenson dans l'âge de diamant, donc en 1995. Alors ce roman a marqué véritablement un tournant dans l'imaginaire de la science-fiction. Ces tambourinaires, c'est le nom évidemment de ces humains de l'avenir, ne sont qu'une communauté humaine à l'échelle planétaire dont les coutumes les poussent à se livrer constamment à des orgies rythmées par des tambours. Ils sont possédés, traversés par de gigantesques programmes informatiques qui se calculent à travers eux. Je cite, « Ces nanomachines vivaient dans le sang de l'homme comme des virus et se transmettaient d'un individu à l'autre au cours des rapports sexuels ou lors d'échanges de fluides corporels. C'étaient en fait des paquets de données intelligents, analogues à ceux qui parcouraient les réseaux médiatiques, et en s'accouplant dans la circulation sanguine, ils formaient un vaste système de communication organique, parallèle et sans doute lié à l'autre réseau minéral à base, lui, de fibres optiques et de fils de cuivre. Ce qui fait de ces nanomachines des paquets de données intelligents est l'usage qu'elles font des cerveaux de leurs hôtes. Chaque tambourinaire devient pareil à un ordinateur utilisé pour sa puissance de calcul et de déduction. Les nanomachines s'appuient sur l'intuition et les connaissances des cerveaux qu'elles colonisent, tout en les associant aléatoirement au gré des relations sexuelles. Un tel réseau organique permettrait, selon Stephenson, de faire de réelles découvertes scientifiques à un rythme accéléré par rapport aux recherches faites par des individus distincts. Par l'entremise de tous ces corps privés de conscience, c'est le savoir humain lui-même qui serait alors cybernétisé. Ce qui m'amène à ma deuxième partie, la terreur du cybercorps. Parce que là, vous voyez bien que le cerveau humain possédé par un ordinateur, même si on en garde encore la maîtrise, ou possédé au moins par des programmes, induit évidemment une image négative, bien sûr, du cybercorps. Alors la terreur du cybercorps, quand la machine prend le pouvoir sur l'humain, je me suis posé la question si nous allions vers un retour finalement vers le savant fou des années 30, nous l'avons évoqué ce matin avec Metropolis, ou si nous allions évoquer la peur de l'infiniment petit technologique,
l'objectivation du corps ou encore l'addiction technologique. Si l'ère moderne est caractérisée par l'ascension d'une raison et d'une science critique, l'ère postmoderne serait marquée pour Jean-François Lyotard par une rationalité scientifique et technique dont le projet fondamental est corrompu par le capitalisme. Le dévoiement de la science dans la technique et la technologie, la prépondérance de ces derniers sur la science pure et désintéressée. Postmoderne également, puisqu'après la conquête de la nature extérieure, et c'est ça l'idée la plus importante, ce serait désormais en quelque sorte la nature intérieure, le corps humain et la nature elle-même, la nature humaine elle-même, qui constituerait la nouvelle frontière. Ainsi, les différentes technologies permettant l'augmentation de l'humain ou sa cyborgisation sont porteuses dans la science-fiction d'une terreur primale, la peur d'une métamorphose interne irréversible de l'humanité. Les nanotechnologies, par exemple, telles qu'elles sont représentées dans le cinéma hollywoodien, s'inscrivent dans une large mesure dans la perspective de l'endoctrinement de l'homme, sa transformation en automate dénué d'affect et la perte du libre arbitre essentielle à la définition de l'homme. Les nanotechnologies, si elles apparaissent en science-fiction à partir du début des années 80, deviennent un thème important dans la science-fiction américaine à partir des années 90. Les films produits depuis cette époque représentent les nanotechnologies comme d'immenses possibles menaces technologiques. Il n'en reste pas moins que là où la biomécanique, c'est-à-dire le cyborg, et les biotechnologies sont souvent utilisées pour l'augmentation des individus, les nanotechnologies sont aussi mises en scène dans leur capacité incroyable d'auto-régénération et de guérison du corps humain, présentant donc aux spectateurs leurs vertus médicales et utopiques, comme c'est le cas par exemple dans le film Elysium de Neil Blomkamp, je n'ai pas mis de photogramme, par exemple en 2013. Néanmoins, dans la science-fiction, très souvent, l'intervention des nanotechnologies sur le corps dérive systématiquement vers une dangereuse intrusion qui réactive immédiatement les traditionnelles peurs du genre, celles d'une destruction, d'une prise de contrôle du corps, de l'esprit et du monde tout entier par un pouvoir technologique d'autant plus inquiétant qu'il est invisible au regard. Alors par exemple, l'adaptation filmique de Hulk en 2003, qui a été réalisée par Ang Lee, initialement créée par Marvel Comics en 1962, déclinée en série télévisuelle, ça rappellera peut-être des souvenirs à certains, entre 1977 et 1982, propose plus explicitement encore l'extériorisation par et pour la technologie de ce monstre qui est en nous. Parce qu'en fait, les nanotechnologies vont véritablement, je dirais, réveiller finalement l'image du monstre technologique. Le film produit en 2003, tendant à revenir aux sources du personnage et de ses liens avec Jekyll et Hyde et évidemment Frankenstein, le docteur Bruce Banner y est la victime de rayons gamma, d'où sa transformation spectaculaire, mais aussi d'une infection par des nanomètres qui sont au centre de sa recherche, que lui et son équipe utilisent en conjonction au rayonnement. Le but des recherches, évidemment, dans le film, est une fois de plus médical, et en l'occurrence, atteindre, une fois encore, l'autorégénération et l'autorégulation du corps. Mais comme vous le voyez dans les photogrammes concernant Hulk, ce sont véritablement des images de peur et des images donc de terreur. La représentation apocalyptique et symbolique des nanotechnologies s'élargit et se mondialise enfin en 2008 dans la version contemporaine du jour où la Terre s'arrêta, réalisée par Scott Derrickson, qui est une version adaptée du film initial de Robert Wise en 1951. D'où les technologies, dans le film de 1951, étaient bien sûr absentes. S'il est vrai que les mots nanotechnologie, nanobot, nanomythe ou encore nano ne sont jamais prononcés dans le film, il n'en demeure pas moins que l'apparence et le fonctionnement des micro-machines mises en scène rappellent symboliquement donc les nanotechnologies. Les machines en question sont cette fois d'origine extraterrestre et ont été amenées sur Terre par l'extraterrestre Klaatu afin de le protéger des humains, mais aussi et surtout de procéder à l'élimination de la civilisation humaine. Une fois le signal donné dans le dernier acte, le gigantesque androïde Gort
se révèle en fait composé de milliards de machines insectoïdes qui se délient et attaquent la Terre sous la forme d'un implacable essaim. Celui-ci va dévorer tout sur son passage, et même s'il semble avoir une prédilection pour le métal, les individus et tous les êtres biologiques sont également la cible de ces insectes donc artificiels que vous voyez donc en nuée sur le photogramme du film. Alors les insectes, qui sont souvent utilisés dans la science-fiction pour décrire un totalitarisme de civilisation extraterrestre, évidemment, dont l'organisation sociale est assimilée à celle de la fourmilière ou de la ruche, hein, ça aussi ce serait l'objet évidemment qui pourrait être l'objet d'une autre présentation, eh bien ces insectes sont utilisés alors de façon tout à fait singulière, je dirais dans un épisode donc, du cycle de Star Trek, et qui met en scène donc des extraterrestres que l'on appelle les Borg. Vous voyez ici, donc c'est dans le film First Contact, vous voyez ici la reine Borg, hein, une sorte de reine donc, enfin, qui a le rôle d'une reine insecte ici évidemment, mais qui est un cyborg comme vous pouvez le voir ici. Les diverses séries de la franchise ont établi que les Borg utilisaient des nanoprobes pour assimiler donc leurs victimes. On peut voir dans le film un membre de l'équipage de l'Enterprise être capturé, tandis qu'un Borg lui insère 2 tiges dans le cou, lui introduisant les nanoprobes, dont on pourra apercevoir dans une scène ultérieure les mouvements sous la peau des victimes. Ça, c'est vraiment une scène qui s'apparente à l'horrifique et à la terreur. Elles se glissent monstrueusement sous leur peau, telles des serpents ou des insectes, et elles provoquent rapidement la transformation du corps et le formatage des esprits affectés, qui deviennent évidemment ceux que vous voyez à l'écran. Alors, outre la perte de contrôle du corps, une des représentations les plus critiques de la science-fiction à l'égard du cybercorps concerne les conséquences psychiques de la transformation des corps, mettant en jeu la notion d'objectivation de ce dernier. Günther Anders, dans L'obsolescence de l'homme, explique que la révolte de l'homme contre son propre corps commence avec sa capacité à fabriquer des objets. Autrement dit, l'homme, qui n'est pas fabriqué, serait inférieur à ses produits. Or, être inférieur à ses produits, dit Anders, implique le risque de perdre le contrôle des produits respectifs parce qu'ils sont supérieurs à leur créateur. Mais jusqu'où peut aller la séparation entre l'homme et son corps ? David Le Breton, dans L'anthropologie du corps et la modernité, semble être inquiet du cours accéléré des transformations subies par les sociétés modernes et attire l'attention sur le fait que le cyborg n'est plus le grand mythe proposé par William Gibson avec son roman Neuromancer, comme je l'ai présenté au tout début donc sur ma petite fiche des cyberpunk, et développé par d'autres auteurs de littérature de science-fiction, mais que le cyborg existe déjà, comme nous l'avons un petit peu vu ce matin en médecine. Au contraire, Anders semble convaincu que l'homme progressera en dépassant totalement son humanité. Ce progrès implique la digitalisation et la robotisation de l'homme, qui ne suppose pas seulement de détruire le corps, mais aussi de détruire l'identité et l'équilibre psychique de l'individu. Ainsi, dans le Robocop de Paul Verhoeven en 1987, le protagoniste du récit, le policier Alex Murphy, est assassiné par un gang en pleine rue. C'est vous voyez, c'est le premier photogramme proposé. Il sera ressuscité sous la forme d'un cyborg, une créature mi-humaine mi-machine, représentative dans l'imagerie de la science-fiction d'une évolution de l'exosquelette vers le cyborg, d'une créature mêlant très intimement la chair et le métal. Sous la carapace de métal, Verhoeven fait de son personnage une figure surhumaine, voire divinisée. La dernière scène notamment, montrant Robocop marchant sur l'eau par exemple. Mais le parcours du personnage est duel. En mourant, en tant qu'humain, il perd son identité et sa nature humaine pour se réveiller sous une autre identité et une nature mécanisée qui ne lui permet pas de se rattacher à l'homme qu'il était. Progressivement cependant, son programme robotique est perturbé par ses souvenirs humains de père, de mari et d'amis, et il retrouve finalement son identité première. Si l'homme sacrifié est ressuscité, in fine, c'est le cyborg qui est sacrifié pour laisser la place à l'homme. Pour la science-fiction, l'ambiguïté de la créature entre artificialité et humanité
est représentative des rapports complexes que nous tissons avec la machine. La dimension tragique de Robocop explore l'angoisse métaphysique d'un être sans attache ontologique, prisonnier à jamais du métal, avec une conscience humaine. La problématique du corps cyborgisé, imposé, se trouve également dans le premier opus de la trilogie Matrix, réalisée par Lana et Andrew Wachowski. Sorti de son utérus machinique et de la matrice, le monde virtuel que les machines utilisent pour asservir, mais aussi stabiliser donc psychiquement leurs piles humaines. Je rappelle que dans Matrix, les machines ont pris le pouvoir et cultivent désormais les corps humains comme source d'énergie. Vous le voyez, donc c'est quasiment donc de grandes structures à l'infini que l'on voit dans le film. Et le personnage de Neo doit donc retrouver un équilibre mental et physiologique pour gérer une vie entre réalité apocalyptique et monde virtuel attrayant, une fois sorti, donc comme vous le voyez, de la matrice, puisque les humains naissent dans la matrice et meurent dans la matrice. Sauf que certains réussissent à s'en sortir, et le personnage donc de Neo va évidemment en faire l'expérience. Ces dernières représentations science-fictionnelles nous montrent combien l'homme postmoderne peut se retrouver littéralement nu sans la machine. C'est évidemment l'objet de ce dernier photogramme. La chair et l'esprit peuvent-ils exister sans le métal? C'est la question, évidemment, qui est posée par donc, la trilogie Matrix. Alors, en conclusion, je dirais que la science-fiction possède la réputation d'être une éternelle pessimiste, et cela est confirmé in fine par ses représentations, certes plurielles et parfois positives, du cybercorps, mais quand même toujours et essentiellement menaçantes. Pour mon collègue Simon Bréant, autre spécialiste français de la science-fiction, c'est une vision, je le cite, c'est une vision grandiose et terrible à la fois. En se servant de la machine pour améliorer son corps, l'être humain n'attendrait la transcendance qu'au prix de son aliénation. Le cyborg ne serait alors qu'une forme transitoire avant que n'advienne une autre figure de la science-fiction, celle du post-humain. Le nouvel équilibre ne s'établirait plus entre partie organique et partie mécanique, mais entre l'essence de la machine et celle de l'humain. Les premières représentations du post-humain sont donc directement issues de l'imaginaire de la science-fiction, notamment du cyberpunk, où apparaissent des humains connectés, surchargés de prothèses en tout genre, mi-homme, mi-machine. Et enfin, je terminerai en citant mon collègue Jean-Michel Beignet, que vous allez entendre très bientôt. Le concept, donc pour Jean-Michel Beignet, le concept de post-humanité peut se définir comme la vision d'une humanité échappant aux lois de l'évolution dans un corps nouveau, protégé, assisté par les machines. Le post-humain est aujourd'hui en gestation, en attendant le cyborg, résistant demain à la dureté de la vie sur une terre irrémédiablement polluée, ou encore un transhumain, une nouvelle créature qui ne serait presque plus humaine, dont seul l'esprit survivrait. Et là, évidemment, je laisse le champ ouvert pour les réflexions sur le transhumanisme. Je vous remercie.